Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On commence dans 2 petites minutes. À tout de suite. Allez, on est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau webinaire, ou en tout cas ce dernier webinaire de la série destiné à la pénétration de l'écosystème startup lorsque l'on est avocat. Alors, cette série, elle se passe en 4 webinaires. Le premier a eu lieu avec un entrepreneur à succès, Denis Cohen, qui est le fondateur de Drop Contact. L'objectif qu'on avait en pouvant l'interroger, c'était d'avoir ses retours par rapport au choix des cabinets d'avocats, par rapport à ses enjeux opérationnels, par rapport à ce qu'il avait choisi, pourquoi il l'avait fait, qu'est-ce qui était important pour lui lorsqu'il sélectionnait un cabinet d'avocats. Bien sûr, comme pour les autres intervenants dont je vais parler a posteriori, euh, c'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire que c'est son point de vue à lui. Il ne représente pas la grande communauté des entrepreneurs, mais il a pu vous donner quelques informations. Pareil pour Guillaume, qui a pu nous parler des fonds, notamment de ce que les fonds cherchaient, comment étaient composés leurs panels. Les panels étaient-ils différents sur différents types de deals? La réponse est oui. En fonction de ça, comment ils allaient chercher leur avocat, qu'est-ce qu'ils attendaient de leur avocat. Et puis la semaine dernière, on a pu avoir un patron d'incubateur de start-up qui est venu nous dire concrètement comment il sélectionnait les boîtes, comment il faisait rentrer des cabinets d'avocats au sein des incubateurs et comment il mettait finalement en lien les entrepreneurs avec des cabinets d'avocats. Ça a été fait pour une simple et bonne raison. C'est pour vous montrer qu'en discutant avec des gens, on peut avoir des informations privilégiées sur ce marché et on peut finalement comprendre les objectifs des différents partenaires, prestataires, acteurs qui interviennent dans l'écosystème. Ce qu'on dit là par rapport à la pénétration de l'écosystème startup, ça vaut pour tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'avant de décider de se développer, je ne sais pas, par exemple sur le secteur d'activité de l'automobile, il faut pouvoir aller parler à des constructeurs, il faut pouvoir aller parler à des concessionnaires, il faut pouvoir aller parler à des détaillants de pièces détachées, il faut pouvoir aller parler à des assureurs automobiles, etc. Pour que derrière, vous puissiez savoir concrètement ce que ces acteurs recherchent, ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils attendent de vous ou des prestations d'avocats et de cabinets d'avocats qui peuvent finalement être pertinents pour vous avant de vous développer sur ce marché. Donc, c'est vraiment ultra important de pouvoir discuter avec des acteurs du marché pour avoir des retours réels euh, et savoir ce qui est pertinent. Si on reprend l'exemple de Denis Cohen, un avocat qui ne parle pas son langage, qui ne comprend pas ce qu'est un CAC, un CTA, un call to action, un CTR, et le reste, il ne travaillera pas avec lui. Pour une simple et bonne raison, c'est que lui, il a envie de quelqu'un qui comprenne son activité, qui comprenne les enjeux opérationnels de sa boîte, parce qu'il estime que de cette façon, ça sera un meilleur conseil par rapport aux enjeux qu'il aura. Et là-dessus, je le rejoins. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, les avocats avec lesquels je travaille, donc pas en tant que client, mais les avocats qu'on a sélectionnés pour pouvoir nous accompagner sur le développement d'Anomia, ils parlent notre langue. Ils comprennent les enjeux d'un cabinet de conseil, ils comprennent les enjeux d'une entreprise autofinancée, ils comprennent les enjeux opérationnels de la pénétration de marché qu'on va aller chercher. Donc en réalité, il faut pouvoir, entre guillemets, acquérir ce vocabulaire, comprendre les différents types de business models qu'on va pouvoir trouver dans l'univers startup avant de pouvoir l'approcher. Ok, donc ça, c'est vraiment l'objectif. Vous pouvez le faire de votre côté. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 3 coups de fil. Derrière, j'ai obtenu des rendez-vous avec eux et je l'ai mis en place. La seule personne que je connaissais sur cette série webinaire, c'est Denis Cohen, parce qu'il était à l'incubateur HEC et je l'ai rencontré à cet endroit. Mais Guillaume, je ne le connaissais pas et Julien, je ne le connaissais pas. Pour la petite histoire, Julien, je devais avoir Antoine Leprêtre, qui était l'incubateur, le directeur de l'incubateur à l'HEC. Au dernier moment, il n'a pas pu venir, ou en tout cas, il ne m'a pas donné de news.
Et donc, en réalité, on a dû trouver quelqu'un en urgence le jour même pour pouvoir intervenir. Donc, il faut pouvoir, entre guillemets, faire jouer ces réseaux et trouver des acteurs présents sur l'écosystème pour leur poser les mêmes questions que ce que je leur ai posé la dernière fois, autour d'un café, dans la découverte finalement en visio, pour parler de son activité, pour comprendre ses enjeux et pas pour vendre, simplement pour prendre de l'information et utiliser cette information à destination de cet écosystème en se disant, OK, j'ai discuté avec 10 entrepreneurs qui viennent faire une levée de fonds entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre entre 1 et 2 millions d'euros. Concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Quel cabinet d'avocats ils ont choisi? Pourquoi ils ont choisi ces cabinets d'avocats? Comment moi, je pourrais être compétitif par rapport à tout ça? Donc vraiment, le nerf de la guerre lorsqu'on essaye de pénétrer un segment de marché, c'est de collecter des informations et de comprendre exactement ce que recherchent les prestataires que vous allez cibler. Si vous ne le comprenez pas ou si vous vous basez uniquement sur votre instinct, vous allez aller complètement à côté de ce que vous allez devoir faire. Et donc tous vos efforts en termes de communication, tous vos efforts en termes d'acquisition, tout ce que vous allez mettre en œuvre pour développer cette clientèle sera inopérant. Je vais vous prendre un exemple concret qui est l'exemple d'Anomia. Anomia, on a commencé il y a 2 ans, en janvier 2020, où j'ai été faire des podcasts avec différents avocats en me disant, voilà, en fait, en discutant avec eux, en échangeant, je vais prendre des informations sur le marché et je vais pouvoir trouver un produit à créer à destination des avocats. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire, je savais uniquement que j'aimais bien les avocats. Mes parents sont avocats, ma compagne est avocate, mes amis sont avocats. J'ai fait du droit, donc je me disais, voilà, les avocats, ça peut être très sympa, mais concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux? Donc, j'ai été échanger avec beaucoup d'avocats et à un moment donné, je me suis dit, OK, en fait, ce qui est nécessaire de créer, c'est de mettre en place un cabinet de conseil pour pouvoir apporter des conseils business aux avocats. Et donc, je leur ai dit, OK, banco, j'y vais. Donc, je prends rendez-vous avec quelques cabinets d'avocats d'affaires, majoritairement avec des directoires ou avec des COMEX. Et là, je vais leur présenter notre activité balbutiante pour leur expliquer concrètement ce qu'on peut faire pour eux. Et il y a un avocat de Goling qui clairement m'explique, il me dit, écoute, voilà, Valentin, t'as pas l'air con, t'as même l'air plutôt intelligent. Ce que tu dis, c'est logique, ça fait sens. Mais par contre, tu es plus jeune que mon fils et je discute pas stratégie avec mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis allé trop vite en besogne. J'ai compris quels étaient les enjeux des avocats, mais j'ai pas compris de prime abord comment les adresser, ces enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, en sortie d'école à 25 ans, monter un cabinet de conseil sans, entre guillemets, validation de marché, c'était impossible. Je sais aujourd'hui c'est possible, parce qu'aujourd'hui on le fait, mais j'ai mal adressé le problème. C'est-à-dire qu'en leur proposant une offre de conseil, j'ai complètement occulté le fait que derrière, ils avaient besoin d'être rassurés par rapport à l'expérience qu'on pouvait avoir sur ce marché. Et donc, quand j'ai compris ça et que j'ai pris mes 2, 3 premières vestes, on a créé les formations business. Parce qu'en fait, on savait que c'était une porte d'entrée qui était, entre guillemets, plus accessible pour les cabinets, parce qu'on est sur des produits à 1000 ou 3000 euros, et que derrière, ça demandait un investissement qui était moindre. Sur les missions de conseil, on a des missions qui vont entre 20 000 et 200 000 euros en fonction de la profondeur de la mission. Et donc, en commençant par la formation, on a formé aujourd'hui plus de 200 avocats et on arrive à vendre du conseil depuis quasiment un an aujourd'hui. Mais si on n'était pas passé par ce stade de formation, donc une offre intermédiaire qui allait finalement servir notre offre finale, on n'aurait jamais réussi à vendre du conseil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que les cibles que vous visez ont ce besoin-là et que c'est ce qu'il faut leur offrir, que ça va être le premier pas, entre guillemets, ou le premier pied que vous allez mettre dans la porte. Le pied dans la porte, il va peut-être être différent, comme nous, par exemple, proposer de la formation avant d'aller sur du conseil, proposer des statuts avant de faire des levées de fonds, rédiger des pactes d'actionnaires avant de monter sur des levées, travailler sur des levées avant de bosser sur les exits, travailler pour des entrepreneurs avant de bosser sur les fonds. Ça peut être énormément de choses. Il faut juste trouver quelle est la porte d'entrée la plus pertinente pour vous pour commencer. Et ça, vous pouvez le faire uniquement en discutant avec des acteurs, en allant les rencontrer, en allant là où ils travaillent pour savoir concrètement ce qu'ils veulent. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez rester entre guillemets dans une bulle, comme ce que j'ai pu être quand je suis allé voir ces cabinets d'avocats, où je pensais que finalement j'arriverais à vendre des missions
avec un portefeuille important, parce qu'avec un investissement important, en disant voilà, j'ai compris les enjeux, on peut y aller, on a des partenaires, on a des prestataires, on va pouvoir aller chercher ce marché. La réponse, c'est faux, c'est que ce n'est pas possible, il faut déjà passer par des étapes intermédiaires pour pouvoir y aller. Je ne dis pas que c'est votre cas, je ne dis pas que sur le marché des entrepreneurs et de la startup, c'est la même chose, mais faites attention à ces biais cognitifs qui vous disent j'ai la solution, je suis sûr que c'est comme ça, je vais y aller. Parce qu'il y a 98% de chances que vous vous plantiez ou qu'en tout cas, vous ne soyez pas dans la droite ligne de ce qu'il faut réellement proposer. Donc ça passe par de l'interview d'acteurs présents sur le marché pour savoir quels sont les enjeux, quels sont les rouages et concrètement ce qu'ils attendent et ce qu'ils sont prêts à donner. Et la seule question que vous devez poser lors de ces entretiens, c'est toujours la même, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ah, mais tu dis que tu mets en place des panels, pourquoi? Ah, parce qu'en fait, voilà, pour des deals au-dessus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, nos actionnaires ne nous pardonneraient pas de ne pas avoir pris un cabinet d'avocats qui a un nom. S'il y a eu un problème, nous, on va dégager. Donc, en gros, OK, au-dessus des deals de 5 millions, on va chercher des avocats ou des cabinets d'avocats qui ont un nom, parce qu'en fait, sinon, le fonds d'investissement, le directeur des investissements, a des chances de se faire gicler si jamais ça ne se passe pas bien. Donc concrètement, vous pouvez être plus fort que ces avocats-là, vous pouvez être plus technique que ces avocats-là, vous pouvez avoir plus d'expérience que ces avocats-là. Si le directeur des investissements a peur et se protège en choisissant un cabinet d'avocats avec une marque, qu'elle soit internationale, qu'elle soit française de renom ou quoi que ce soit, en réalité, vous ne pourrez pas aller chercher ce fonds d'investissement. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ne mettront pas leur carrière en jeu en vous sélectionnant. Donc, une fois qu'on sait ça, en fait, on se rabat sur les deals inférieurs à 5 millions. Ou si on veut uniquement des deals au-dessus de 5 millions, on sait que la porte d'entrée, ça ne va pas être celle-ci. Donc, il faut réussir à comprendre l'écosystème qui vous entoure. Et donc, tous ces trois webinars là, que vous pouvez retrouver sur notre site internet avec celui-ci qui va être posé a posteriori, a posteriori, a pour seul objectif de pouvoir vous montrer qu'aller chercher des informations sur le marché, aller discuter avec des acteurs différents pour prendre de l'information, c'est vraiment essentiel. Moi, je l'ai fait pour des soucis de temps et pour des soucis aussi de pédagogique, entre guillemets, uniquement sur un acteur de chaque sphère, entre guillemets, de la startup telle qu'elle est faite aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez aller voir la BPI, vous pouvez aller voir la Caisse des dépôts et consignations qui met aussi des tickets dans pas mal d'entreprises actuellement. Et surtout, un acteur ne signifie rien. C'est-à-dire qu'il faut derrière segmenter les acteurs que vous allez aller voir en vous disant, OK, je comprends les rouages, j'ai discuté avec deux fonds, j'ai discuté avec la BPI, j'ai discuté avec la CDC, j'ai discuté avec des incubateurs. Je comprends aujourd'hui que ce que je veux, c'est aller discuter avec des entrepreneurs pour vendre mes services à des entrepreneurs. Donc là, vous prenez une liste de 50, 100 entrepreneurs et vous les contactez et derrière, vous faites des interviews. Ces interviews, ils prennent 1 heure. Donc, c'est un investissement qui est lourd dans un premier temps. C'est-à-dire que ça ne vous coûtera pas un rond. Par contre, ça va vous prendre du temps. Une bonne étude de cette façon-là, ça se fait minimum sur 50 personnes. Parce qu'en fait, quand vous avez pris vos notes sur 50 personnes, il faut les prendre de façon exhaustive, c'est-à-dire vraiment coller à ce qui va être dit, recopier comme un scribe ce qu'on va pouvoir vous dire, pour que derrière, vous puissiez faire une analyse de 50 interviews et que vous puissiez vous dire, OK, je remarque que dans les sociétés qui ont fait un seed, donc une levée de fonds, mais avant la série A, une petite levée de fonds, ce qu'on va chercher, c'est des avocats qui sont flexibles, qui sont jeunes et qui vont pouvoir avoir, entre guillemets, une proximité très forte avec l'entrepreneur. Il faut que ceux-ci connaissent l'écosystème, soient introduits à l'intérieur. OK, vous avez les 5 critères qui font que vous allez pouvoir bosser avec les entrepreneurs de ce segment-là si vous arrivez à atteindre ces critères. En fait, votre job maintenant, c'est de continuer à discuter avec ces entrepreneurs, mais c'est aussi de pouvoir, entre guillemets, cocher les 4 critères, les 5 critères, pour pouvoir avoir une chance de travailler avec eux. Sans avoir rempli ces critères, vous ne pourrez pas travailler avec eux, mais vous savez dans quelle direction vous devez aller. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour atteindre ces critères et pouvoir y aller. OK? Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être vraiment de voir concrètement, en fonction de ce qui nous a été dit par ces 3 acteurs, comment on va aller chercher ces entrepreneurs et comment on va pénétrer ce marché. La méthode que nous, on applique, elle est très simple. C'est une méthode qui est rodée, qui fonctionne bien, mais qui fixe 4 grands axes. Le premier axe, c'est la détermination de la cible.
pour essayer de la comprendre, essayer de voir qui elle est, voir ce qu'elle recherche, comprendre ses objectifs, donc ce que je viens de vous dire jusque-là. Le deuxième axe, c'est vraiment, OK, maintenant qu'on identifie la cible concrètement, comment je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir la toucher grâce à des actions de notoriété, deuxième phase. Troisième phase, je suis identifié aujourd'hui par cette cible. Comment concrètement, maintenant, je la fais interagir avec moi? Comment je mets en place une stratégie d'acquisition pour que j'ai des entrepreneurs qui prennent rendez-vous avec moi et qui acceptent d'échanger? Puisque la seule chose qui est pertinente, en tout cas dans un premier temps, c'est d'avoir des rendez-vous téléphoniques avec ces gens. Parce que le rendez-vous téléphonique va vous permettre de faire trois choses, soit de signer directement, et là bravo, soit de dire ok, c'est pas pour maintenant, mais peut-être que je peux travailler avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle mettre en nurturing. Concrètement, continuer à donner de la valeur, à prendre des nouvelles, à envoyer des articles pertinents à destination de cette cible et à le travailler dans la durée. Et troisième chose, c'est je ne suis pas intéressé du tout. Et donc là, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi cette personne n'est pas intéressée. Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce qu'elle a trouvé une autre solution plutôt que d'aller voir un avocat, c'est-à-dire un expert comptable, Internet directement, un juriste en interne qui fait le travail? Concrètement, qu'est-ce qu'il a comme solution? Donc, une fois qu'on a ce rendez-vous téléphonique, et donc on a bien travaillé cette phase d'acquisition, on passe sur la dernière phase, qui est une phase de vente. Concrètement, la conversion. En combien de temps je peux réussir à transformer ce prospect, l'entrepreneur que j'ai eu au téléphone, en client? Est-ce que c'est sur un simple coup de téléphone? Est-ce que c'est sur plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est sur un laps de temps important? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un phénomène extérieur qui puisse se passer? Éventuellement la réalisation de la levée de fonds, éventuellement la signature d'un premier gros contrat. Qu'est-ce qui concrètement va faire que je vais réussir à le signer et en combien de temps, si je le signe, je vais réussir à le signer? Et la deuxième partie de cette phase, donc sur le cycle de vente, c'est la vente en tant que telle. Concrètement, par quelles étapes je vais devoir passer lorsque je suis face à face avec l'entrepreneur pour réussir à vendre mes prestations, à justifier mon prix et à mettre en place une bonne politique de facturation en mettant en avant des acomptes pour loquer cet entrepreneur et surtout bénéficier à votre trésorerie et réussir à lui donner des modalités transparentes pour qu'il accepte de signer avec moi. Donc ça, on va le voir, entre guillemets, de façon accélérée, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est en grande partie ce qu'on fait sur la formation Boost, bien sûr, de façon beaucoup plus intense, parce qu'on n'est pas là entre midi et deux, on est sur une formation de 12 heures qui est très intensive, où on va travailler sur votre business. La deuxième raison, c'est que j'ai déjà fait pas mal de webinaires sur le sujet, donc si vous recoupez les différents webinaires, vous pouvez avoir une vision plus globale de ce qu'on peut mettre en place. Mais là, on va le dédier vraiment à l'écosystème startup. Je choisis d'adresser l'entrepreneur pour une simple et bonne raison, c'est que les fonds d'investissement ont une approche qui est différente et sur laquelle je travaille en conseil avec pas mal de cabinets d'avocats. Donc, du coup, je ne peux pas en livrer trop ici. Mais en tout cas, si ça vous convient, on le fait à destination de l'entrepreneur et on pourra en rediscuter a posteriori si certains d'entre vous ont envie de discuter. Donc, première phase, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Je ne peux pas les lire en temps réel, mais je les prends à la fin du webinaire et on y répond en même temps. Alors, concrètement, la première phase, c'est une phase d'identification de la clientèle cible. Donc, avant de commencer, lorsque vous avez votre instinct, vous allez vérifier votre instinct. Pour vérifier un instinct, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on appelle des interviews clients. Vous le trouverez peut-être dans la littérature sous le terme de customer interview, pour savoir concrètement ce que ces clients souhaitent. Donc là, vous visez des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est très large. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent dans la startup, ce sont des gens qui créent leur entreprise, une entreprise traditionnelle, classique. Ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise également. Donc, si on s'attache à ce thème-là et qu'on vise les startups, concrètement, il faut se demander quelle typologie de startup on vise. Pour se poser cette question-là, je vous propose trois segments qui peuvent être pertinents. Le segment numéro un, pour moi, c'est le stade d'évolution de cette entreprise. Est-ce que c'est une boîte qui est déjà en hypercroissance? Est-ce que c'est une boîte qui est en balbutiement, donc qui a un projet, qui commence à recruter, qui a déjà eu un petit peu de fonds, que ce soit par un fonds d'investissement, soit par des prêts, soit par des subventions?
Est-ce que c'est une boîte qui est déjà en phase de scale, donc avec des recrutements extrêmement intenses et un coût d'acquisition client qui commence à diminuer? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont validé leur concept et qui commencent à faire une levée de fonds pour amorcer cette phase de croissance? Concrètement, où est-ce qu'on va chercher? Donc, moi, je vois la phase de création du projet. Donc là, une phase très en amont de la croissance. Une phase de validation du projet. Le projet a été validé, on commence à avoir des premiers résultats et on peut se dire de façon légitime que le projet commence à être viable. Une troisième phase où là, on rentre dans la levée, c'est-à-dire que le projet a été validé et des investisseurs sont intéressés et commencent à mettre du cash dans la société. Et la quatrième phase, où on est vraiment dans une phase d'hyper-croissance de la société, où la société est déjà très certainement accompagnée par des avocats, mais où on a potentiellement des parts de marché à prendre, euh, notamment sur des matières qui ne sont aujourd'hui pas servies à destination de la startup, ou sur remplacer des cabinets d'avocats qui jusqu'alors ont fait du bon boulot, mais l'expertise n'est plus suffisante, ou l'activité n'est plus suffisante, l'expertise n'est plus suffisante, ou le nombre d'avocats en interne ne correspond plus aux enjeux de la société. Et donc là, on va pouvoir aller, entre guillemets, remplacer le cabinet d'avocats qui est déjà présent. Donc pour moi, quatre segments en termes de taille et en termes de maturité de l'activité. Vous avez également des segments géographiques en disant, voilà, moi je veux les boîtes qui sont en validation de projet uniquement présentes dans le Grand Ouest. Ça peut être une solution, uniquement à Paris. Uniquement des sociétés qui sont implantées à Paris, qui visent un marché chinois. Des sociétés qui sont implantées à Bordeaux, qui visent un marché américain. Donc là, ça permet des segmentations qui sont encore plus importantes et qui vous permettent d'être beaucoup plus précis par rapport aux interviews clients que vous allez pouvoir réaliser et a posteriori d'avoir une communication qui est bien mieux adressée à destination des entrepreneurs. Et enfin, troisième critère, bien sûr, ces critères peuvent et doivent être entremêlés pour que derrière on puisse avoir des résultats qui sont encore plus pertinents. On va pouvoir choisir des boîtes qui sont dans des secteurs d'activité différents. Il faut savoir que dans les startups, vous avez des boîtes qui sont dans la legal tech, que vous connaissez. Vous avez de la edtech, donc l'éducation, comme peuvent être par exemple Open Classroom, comme peuvent être Noé, DataBird. Vous avez des boîtes dans la PropTech, donc là, tout ce qui est la technologie et les startups liées à l'immobilier. Là, vous avez quoi comme boîte? Maintenant, je ne sais pas si on peut j'ai pas vous avez Flatlooker, par exemple, dans la PropTech. Vous avez Meilleurs Agents, qui a été revendu il y a maintenant 2 ans à 200 millions. Vous en avez pléthore. Vous avez Coprox, vous avez Illico Pro, enfin, vous en avez énormément. Vous avez la MedTech, toutes les startups qui sont liées au médical. Vous avez mes copains de Mediflash qui sont sur le secteur d'activité. Vous avez bien évidemment Doctolib, vous avez Mon Docteur, vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez la RecTech, donc toutes les sociétés technologiques qui sont liées à la réglementation. Vous avez la FoodTech, Uber Eats, Deliveroo et beaucoup d'autres qui se consacrent uniquement à la nourriture, qui ont beaucoup plus des modèles B2C que des modèles B2B. Donc, vous en avez plein, enfin, je vais pas tous les citer, j'en cite quelques-uns, la FinTech. Donc, il y a aussi des segments, entre guillemets, à l'intérieur de cet écosystème startup qui sont bien représentés. Et donc, si vous commencez à coupler des segments, ça peut être extrêmement pertinent en se disant, bah, OK, moi concrètement, ce qui m'intéresse, ce sont les boîtes dans le secteur d'activité de la FinTech qui sont basées à Paris et qui sont sur la phase de validation de leur projet, où on a validé ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, pour que derrière, ils puissent rentrer en levée. Et donc là, en amont, dès qu'ils ont validé leur projet, dès qu'ils commencent à avoir une traction sur le marché, je veux être présent et je veux aller les chercher. Donc là, concrètement, vous allez voir à peu près une cinquantaine, une soixantaine d'entrepreneurs qui en sont à ce stade-là aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de leur pouvoir leur poser toutes les questions dont j'ai parlé en introduction de ce webinaire, pour savoir concrètement qui ils sont, ce qu'ils recherchent, où ils en sont, où ils vont, etc.
Une fois que vous avez ces réponses, là, il y a deux possibilités, plutôt trois possibilités. La première possibilité, c'est banco. Ces entrepreneurs-là, aujourd'hui, sont adressables parce que vous vous rendez compte que les critères qu'ils ont pu exposer, ce qu'ils recherchent au niveau de leur cabinet d'avocat, leurs doutes, leurs peurs, leurs objectifs, finalement, vous arrivez à y répondre et ils perçoivent que vous pouvez réussir à y répondre. Il y a deux choses là-dedans. Il y a, vous savez que vous pouvez y répondre et la cible potentielle perçoit que vous pouvez y répondre. C'est vraiment un match mutuel. C'est-à-dire que si on n'a que un sur les deux, ça ne va pas pouvoir aller. Et il faut vraiment qu'on ait les deux qui soient remplis. Donc là, c'est banco. Vous définissez que finalement, votre cible, pour conserver mon exemple, ce sont les boîtes qui sont en validation de projet à Paris et qui sont dans le secteur d'activité de la FinTech. Là, vous recontactez l'ensemble de ces entrepreneurs en leur disant bah, banco, je lance mon activité sur le secteur. On peut se rencontrer pour échanger par rapport à tes enjeux et tes besoins. Là, ça va vous permettre de valider si oui ou non vous êtes un acteur pertinent pour le marché et si vous ne vous êtes pas trompé dans vos interviews clients. Pour une seule et bonne raison, c'est que si vous recontactez ces 60 entrepreneurs et qu'il n'y en a pas un qui signe avec vous, c'est que vous n'avez pas bien fait vos customer interviews, vous n'avez pas bien fait vos interviews clients. Pour une seule et bonne raison, c'est que si on vous dit la vérité, il faut aller chercher la vérité, il faut creuser un maximum. Si derrière, vous correspondez exactement aux critères qui ont été évoqués par les entrepreneurs que vous avez interrogés, derrière, il y a un chèque immédiatement. C'est-à-dire que le chèque va arriver. Mon mentor me dit tout le temps, n'écoute pas ce qui est dit, écoute celui qui te fera un chèque en te disant que c'est une bonne idée. Ça veut dire qu'en fait, si vous allez voir des gens, ils vont dire ah ouais, c'est très bien, c'est super, ouais, c'est ça qu'il me faut. Mais si derrière, vous retournez les voir une semaine après en leur disant bah voilà, en fait, j'ai fait ce que tu m'as dit qu'il fallait que je fasse, où est-ce que tu signes qui dit ah ben non, je sais pas, j'ose pas, il y a ça, etc. C'est que concrètement, vous n'avez pas réussi à aller assez en profondeur dans l'interview de la personne que vous avez en face de vous et que finalement, ces objectifs aujourd'hui ne collent pas à qui vous êtes ou à ce que vous faites. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est finalement banco, derrière, vous êtes complètement en adéquation avec ce que votre cible recherche, vous pouvez lui proposer, vous les recontactez, elle signe. Là, c'est une validation de marché, il faut entre guillemets lâcher les chevaux sur le secteur et passer directement à la phase de notoriété, d'acquisition et de conversion pour réussir vraiment à prendre des parts de marché significatives et immédiates sur ce marché. La deuxième possibilité, c'est que vous dites, OK, concrètement, personne n'est intéressé, je ne corresponds pas aux critères qu'ils évoquent, ce qu'ils me proposent ne me convient pas, je ne veux pas travailler avec ces cibles. C'est frustrant, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que concrètement, par rapport à ce que vous proposez et ce que vous êtes, les cibles que vous êtes allés voir ne veulent pas de vous. Ou en tout cas, ce qu'elles veulent, vous n'avez pas à leur offrir. Donc là, concrètement, ça veut dire qu'on tire un trait sur l'entrepreneur de la FinTech en validation de projet à Paris et derrière, on va chercher une autre cible. Ça ne sert à rien de se buter si vous interviewez 50 personnes et que les 50 personnes, elles vous expliquent que quoi qu'il arrive, elles s'en foutent de l'avocat, qu'elles ne veulent pas d'avocat, qu'elles attendent de faire leur levée de fonds et que là, elles vont demander leur recommandation à un fonds pour avoir un avocat. Bah, concrètement, soit vous vous dites, OK, en fait, je ne peux pas passer par là, soit votre objectif, c'est de vous faire référencer auprès des fonds qui font de la fintech pour pouvoir vous faire recommander auprès des entrepreneurs. Mais vous savez que votre client ne sera pas, enfin, votre cible ne sera pas l'entrepreneur, ce sera le fonds d'investissement qui pourra vous intégrer a posteriori. Donc là, il faut faire super gaffe à ce genre de choses, ne pas faire preuve de bêtises. Si derrière on vous dit non, il ne faut pas se dire je suis persuadé que ça va marcher, il faut que j'y aille, etc. Vous et moi, on n'est pas Elon Musk, on n'est pas Jeff Bezos. Les entrepreneurs géniaux comme ça, ce sont des entrepreneurs qui vraiment mettent à chaque fois leur vie en jeu, leur fortune en jeu. Et derrière, si vous voulez, c'est complètement irrationnel de pouvoir se comporter de cette façon. Donc, il faut vraiment avoir des indicateurs rationnels pour que derrière, vous puissiez vous dire, OK, il y a un marché, je peux y aller. Donc ça, c'était la deuxième possibilité, pas de marché. Dans ce cas-là, vous changez de cible et vous allez voir une autre typologie d'acteurs. Troisième possibilité, il faut faire des interviews complémentaires.
C'est-à-dire que vous voyez sur les 50 interviews clients que vous avez fait, qui durent chacun 1 heure, donc c'est 50 heures d'investissement, hein, c'est pas rien, minimum, parce qu'il y a les prises de contact, il y a les validations, il y a les bookings d'agenda, etc. Euh, Moi, je recommande de le faire sous 2 mois, cette interview client. Si vous pouvez le faire plus rapidement, ainsi soit-il, c'est super. Mais 2 mois, ça me paraît un temps, entre guillemets, correct pour lancer cette identification. Donc, troisième possibilité, c'est des interviews complémentaires. C'est que vous voyez, entre guillemets, 2 grands axes, 3 grands axes qui se dégagent sur les interviews que vous avez réalisées. Ces axes ne sont pas forcément dans le même sens et il faut pouvoir réinterroger les entrepreneurs pour comprendre concrètement ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs? Est-ce qu'il y a plusieurs objectifs par rapport à l'école dans laquelle ils sont passés, aux cofondateurs? Est-ce que s'il y a 3 femmes, c'est pas la même chose que s'il y a 3 hommes? Est-ce s'il y a, entre guillemets, une famille qui soutient les entrepreneurs derrière et que les entrepreneurs, entre guillemets, n'ont pas besoin de cette levée de fonds? Est-ce que ça change? Donc concrètement, il faut aller chercher des informations pour comprendre quels sont les axes sur lesquels se positionner, sur lesquels accélérer. Donc là, il faut refaire des interviews. On ne réinterroge pas les 50 entrepreneurs, on réinterroge une catégorie pour savoir concrètement pourquoi elle pense comme ça. Et derrière, ça se trouve, ce sera uniquement parce que l'interview n'a pas été assez creusée et on dégagera plus que 2 axes ou un seul axe pour pouvoir adresser ce marché. Donc, une fois qu'on a identifié, entre guillemets, quelle cible était pertinente pour nous, là, il va falloir, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, il va falloir identifier les décideurs à l'intérieur de cette cible. Donc, on reprend mon exemple, validation de projet Paris FinTech, c'est qui les décideurs? Est-ce que le décideur, c'est le CEO? Est-ce que le décideur, c'est le CTO? Est-ce que le décideur, c'est le CEO? Est-ce que le décideur, c'est en fait le père du CEO qui l'accompagne? Qui c'est concrètement? Une fois qu'on identifie les décideurs, ça, je pense qu'il existe malheureusement dans ces projets, entre guillemets, qui sont en création, il faut aller taper les fondateurs, c'est une certitude. Mais derrière, c'est très difficile de pouvoir identifier au sein des fondateurs quel est celui qui a le pouvoir. Parce qu'en réalité, on n'est pas sur des modèles d'entreprise classiques. C'est pas parce que la personne s'appelle CEO que c'est elle qui décide. Il y a très généralement une collectivité des associés qui se réunit, donc des cofondateurs qui se réunissent pour pouvoir prendre les décisions. C'est ce qui se passe chez Anomia, par exemple, quand on a une décision importante à prendre avec Jérôme. On la prend à 2 autour de la table. Généralement, c'est moi qui suis contacté. Et après, on la met en branle et on décide ensemble. Ça, c'est important de pouvoir, entre guillemets, identifier le décideur, si décideur il y a, pour que derrière, vous puissiez, entre guillemets, vous adresser à la bonne personne. Parce que ça ne sert à rien de parler de personnes qui ne décident pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, une fois que vous dites, OK, je pense que le CEO va être le décideur par rapport à ma problématique ou ce que j'ai à proposer, concrètement, il va falloir sortir une liste de ces entrepreneurs. Donc là, plusieurs possibilités. Vous vous adressez à des entrepreneurs. Où sont les entrepreneurs? En fait, les entrepreneurs, ils sont sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, on tape CEO FinTech et on va sortir l'ensemble des entrepreneurs qui correspondent à vos critères et qui sont là-dedans. Donc, validation de projet, ça veut dire qu'on diminue le chiffre d'affaires. On est en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et on est en dessous de 10-15 salariés. Toutes les boîtes dont les CEO ont des sociétés plus grandes que celle-ci, on les sort de l'équation pour une simple et bonne raison, c'est que ceux-ci ne sont pas non cibles. On peut également aller sur Slack. Slack, c'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau de communication privée où pour pouvoir discuter avec les gens qui sont sur votre channel, il faut que vous y soyez ajouté. Donc là, il faut réussir à discuter avec les entrepreneurs et se faire ajouter sur des channels Slack pour pouvoir discuter directement avec vos cibles. Nous, on est sur une quinzaine ou une vingtaine de sessions Slack. On est, par exemple, dans des trucs de fintech, parce qu'on a des copains qui y sont, et du coup, derrière, on leur file des petits coups de main de temps en temps. Donc, on est sur ces chaînes-là. Vous pouvez avoir la même chose sur Discord. Si vous bossez avec des entreprises technologiques, où il y a un fort potentiel technologique, il y a fort à parier que les développeurs ou que les techniciens utilisent Discord. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'était à la base un truc pour jouer aux jeux vidéo. Majoritairement, les ingénieurs et les développeurs informatiques étaient des geeks par le passé. Et donc, en réalité, ils ont conservé Discord pour pouvoir communiquer et avancer. Donc, ce qui était à la base un outil ludique qui permettait de communiquer en jouant aux jeux vidéo, ça devient aujourd'hui un outil opérationnel et business pour pouvoir travailler. Il faut que vous puissiez également aller côtoyer
tout ce qui est presse et médias liés à l'entrepreneuriat. Donc, vous avez Business, vous avez TechCrunch, vous avez Bismarck potentiellement. Vous avez énormément de médias qui se dédient uniquement à l'entrepreneuriat. Il faut que vous alliez également écouter des podcasts sur le sujet. Vous pouvez aller écouter Génération Build Yourself, Le Gratin, Growthmaker. Il y en a énormément qui se lancent sur le secteur, où vous en trouverez pléthore dans la tête d'un CEO sur lequel je suis passé. Vous en trouverez pléthore qui finalement vous donneront plus d'informations sur l'écosystème. Et si vous les contactez, ils ne sont pas avares de recommandations. Donc, ils pourront vous recommander, vous envoyer vers des gens qui vont être plutôt pertinents. Il faut également pouvoir suivre des blogs sur le sujet. Il faut que vous restiez en perpétuelle information. Et vous avez aussi des annuaires d'entrepreneurs que vous pouvez trouver, comme on peut trouver des annuaires d'avocats, etc., que vous pouvez utiliser pour finalement identifier qui sont les décideurs. Une fois que vous les avez identifiés, on a atteint le premier objectif qui était identifier sa cible. On a vérifié qu'il y avait un marché, que la profondeur de marché était suffisante, que les entrepreneurs avaient bien un objectif qui pouvait coller par rapport à ce que vous pouvez leur proposer. Et là, on est sur de bonnes bases. On a déjà signé 2 ou 3 clients à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que maintenant, il va falloir travailler sur la notoriété. Là, même chose que ce que je vous disais au préalable, pour travailler sur la notoriété sur un secteur, lorsque vous allez finalement discuter avec ces entrepreneurs lors de vos découvertes clients, de vos interviews clients, donc customer interview, peu importe comment on les appelle, il va falloir poser des questions également sur OK, mais concrètement, toi, tu es entrepreneur, tu bosses dans la fintech, où est-ce que tu t'informes? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur LinkedIn, tu lis des newsletters particulières, tu vas sur le Galion, tu écoutes des podcasts. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quand tu as un problème, tu appelles qui? Tu fais quoi? Ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'il faut être. Imaginons par exemple que vous êtes appelé par Station F pour pouvoir avoir un stand dans un salon à Station F sur je sais pas, moi, la semaine de l'entrepreneuriat et du droit. Il vous appelle, il vous dit voilà, vous êtes avocat, ça vaut 5000 balles si vous voulez avoir un stand ici, est-ce que ça vous intéresse? Votre réponse, c'est pas de savoir si ça coûte 5000 balles, c'est trop important ou pas assez important. Votre réponse, c'est de savoir est-ce que vos cibles vont être présentes. Parce qu'en réalité, si vos cibles sont présentes, vous aurez un retour sur investissement par rapport à ces 5 000 € qui vous sont demandés. Mais si, lors de vos découvertes clients, vous vous rendez compte que finalement, eux, ils ne se rendent pas à des salons, ils sont concentrés sur leur activité et que la manière dont ils s'informent, c'est sur des blogs, c'est sur des podcasts et c'est en regardant des vidéos, en réalité, la réponse, c'est eux qui vous l'ont donnée. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à les toucher, il faut être sur LinkedIn, il faut faire des vidéos et il faut passer dans des podcasts. Sans ça, vous n'arriverez pas à les toucher. Pour une simple et bonne raison, c'est que la stratégie de notoriété et la stratégie d'acquisition ne se fait pas uniquement en fonction de vous. Elle se fait bien sûr en fonction de vous. Si vous n'aimez pas parler, peut-être que le podcast, le webinar, ce n'est pas une bonne chose. Si vous n'aimez pas écrire, peut-être qu'il ne faut pas passer par des articles, par des newsletters, etc. Parce que sinon, vous allez le faire à contre-cœur et en réalité, vous ne tiendrez pas vos engagements personnels pour que derrière, vous puissiez publier du contenu à valeur ajoutée de façon fréquente. Donc, il faudra faire bien sûr en fonction de vos forces et de vos faiblesses, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, mais également en fonction des entrepreneurs qui sont en face de vous. J'ai eu un avocat la semaine dernière au téléphone qui me dit ouais, je vais faire du podcast, ça va être un super moyen de développer ma clientèle. Et je dis ok, ça peut l'être, mais concrètement, tu vises qui? Ah je vise les chefs d'entreprise de PME, parce qu'il n'y a pas de podcast qui est fait à destination des chefs d'entreprise de PME dans le secteur d'activité de l'industrie. Je dis ok, ça peut être pertinent. S'il y a une ouverture de marché de possibilités, s'il n'y a rien qui est fait sur le sujet, c'est de possibilités. Soit c'est un précurseur qui a vu une brèche dans le marché, ce qui est possible, soit derrière, il n'a pas vu quelque chose que les autres ont vu au préalable, ce qui est aussi possible. Et donc en réalité, en discutant avec lui, on se rend compte que les mecs qui visent aujourd'hui, donc c'est un secteur d'activité bien particulier dans l'industrie, ont entre 60 et 70 ans. Ils sont beaucoup plus en transmission et en gestion que dans une période d'accroissement. Et en réalité, lorsqu'il a pu discuter avec des clients à lui qui correspondaient à ça, il n'y en a pas un qui savait ce que c'était un podcast. Et donc, oui, ça peut potentiellement être pertinent de monter un podcast sur le sujet, mais s'ils ne savent pas ce que c'est, ça signifie qu'ils n'en écoutent pas. Et s'ils n'en écoutent pas, pourquoi ils écouteraient le sien? Donc là, on peut faire all-in, hein. On peut se dire, OK, partie de poker, ils ne savent pas ce que c'est, mais moi, je vais en créer un et ils vont aimer. Donc, je décide de créer un podcast, ce qui est selon moi assez irrationnel, mais ça peut être une possibilité, hein. Certains veulent absolument le faire et le feront. Ou deuxième possibilité plus rationnelle,
c'est de se dire, en réalité, voilà, je ne fais pas de podcast et je vais trouver un autre moyen d'acquisition qui va être pertinent pour eux. L'avocat que j'ai eu la semaine dernière a choisi la solution B. En se disant, en fait, voilà, faire un podcast, ça va me coûter 1000 balles de matos dans un premier temps. Derrière, ça va me prendre 2 heures pour l'enregistrement et le montage. Il faut au moins que j'en sorte un toutes les 2 semaines ou un tous les mois pour que ça puisse être pertinent. Ça veut dire qu'en termes de développement, ça va me prendre 4 heures par mois. Est-ce que je n'ai pas mieux à faire que de travailler sur du podcast à destination d'une cible qui aujourd'hui n'en consomme pas? Et donc, j'ai dit, OK, ça me paraît pertinent ce que tu dis, Valentin. Je vais faire autre chose et je vais trouver une autre solution. Et là, je l'ai eu cette semaine au téléphone. Il va faire complètement autre chose. Il va écrire des lettres à la main qu'il va adresser à ses chefs d'entreprise. Ce qui est plus pertinent selon moi que ce qui était proposé au départ. Donc, la stratégie de notoriété, elle est assez facile. C'est qu'en réalité, en fonction de ce que les gens vont vous dire, les gens que vous allez avoir au téléphone, ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils consomment, etc., en fait, vous allez leur offrir ce qu'ils consomment déjà, mais sur un axe différent. C'est-à-dire que ce qu'ils consomment pour les informations financières, etc., imaginons qu'ils soient abonnés à des newsletters particulières, vous allez recréer des newsletters juridiques à destination de ces acteurs du marché. OK? Donc ça, c'est pour travailler la notoriété. L'objectif de la notoriété, il est simple, c'est d'être identifié par vos cibles et uniquement par vos cibles comme étant des acteurs qui peuvent les accompagner à différents stades de leur société par rapport à votre domaine d'expertise. Concrètement, le fait d'avoir 500 likes sur une publication LinkedIn n'a strictement aucun intérêt si ces 500 likes n'émanent pas de vos cibles. Si derrière, vous faites un post, on reprend mon exemple, à destination des entrepreneurs dans la fintech à Paris qui ont validé leur projet, et que vous voyez que sur les 500 likes et les 200 commentaires que vous avez 200 likes qui sont des camarades de fac à vous qui, quoi qu'il arrive, ne sont aujourd'hui pas des prescripteurs, que vous avez 100 likes de gens que vous ne connaissez absolument pas mais qui ne correspondent pas à votre cible, que vous en avez 100 qui proviennent d'entrepreneurs pas basés à Paris et ne travaillant pas dans la fintech, et que vous en avez uniquement 25 à l'intérieur de votre cible, ça, ce n'est pas pertinent. Il faut que derrière, vous puissiez vous faire identifier uniquement par vos cibles. Ça ne veut pas dire sortir tous les avocats de votre réseau, ça veut dire écrire noir sur blanc que vous vous adressez à la cible que vous cherchez. Donc concrètement, avocat spécialisé, pardon, pas spécialisé, avocat exerçant exclusivement à destination des entrepreneurs dans la fintech à Paris. Pour que derrière, de façon publique, on voit à qui vous adressez. Et ça, c'est encore plus pertinent pour une simple et bonne raison, c'est que tous les messages en termes de notoriété que vous allez adresser, plutôt que de dire, voilà, les levées de fonds dans la startup, eh ben, vous allez avoir les levées de fonds sur les entreprises dans la fintech à Paris. Ce qui est beaucoup plus parlant. Si je suis entrepreneur de la fintech et que je vois ça, j'ai l'impression qu'on me parle à moi et à personne d'autre. J'ai l'impression que ce message m'est spécifiquement dédié et à personne d'autre. Donc concrètement, la stratégie de notoriété, elle s'opère avec des messages chirurgicaux à destination de la cible que vous visez, sur des canaux qu'elles utilisent, avec des contenus qui sont pertinents pour eux. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir passer à la phase d'après, qui va être une phase d'acquisition. Donc concrètement, à la phase de notoriété, on se fait identifier et connaître par ses cibles. Ça, c'est chouette. Ça veut dire que vous avez un premier retour de marché qui est favorable. Mais là, la notoriété ne permet pas de remplir le portefeuille. Donc il faut passer après la phase de notoriété. Et cette phase, il ne faut pas l'arrêter. La notoriété, il faut la continuer tout au long de la vie de l'entreprise. Il faut passer à la phase d'acquisition. Concrètement, vous êtes identifié. Maintenant, il faut obtenir une chose, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un rendez-vous téléphonique. Et donc là, on va passer sur une phase d'acquisition. La phase d'acquisition, elle se fait de façon digitale et de façon physique. Elle se fait en outbound, donc vous allez directement vers votre cible, ou en inbound, vous donnez les moyens à votre cible de venir vers vous en prenant directement un rendez-vous, en commentant une de vos publications, je sais pas moi, il existe des centaines de possibilités, en récupérant son mail pour pouvoir la contacter a posteriori. Il faut, entre guillemets, servir au mieux les intérêts de votre cible pour que celle-ci manifeste son intérêt à votre dessein. Je vais vous prendre un exemple pour l'illustrer. Euh, Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn pour aller chercher mes cibles.
ce sont les avocats, donc vous. Concrètement, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est que j'ai ajouté un maximum d'avocats sur LinkedIn. Chaque semaine, j'en ajoute 100. Et je travaille également sur les publications que je vais écrire à destination des avocats. Dans toutes les publications que vous verrez, ou quasiment toutes, il existe des exceptions, mais quasiment toutes, mon message est directement dédié aux avocats. Parfois aux avocats en droit des affaires, parfois aux avocats en droit social, parfois aux avocats en région, parfois aux indépendants, parfois aux collaborateurs, parfois aux associés, parfois sur le recrutement, sur la stratégie, etc. Mais c'est toujours à destination de ma cible que sont les avocats. Quand j'ai commencé, à Nomia, j'avais peut-être 200 ou 300 avocats sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'en ai, pas vous raconter de bêtises, mais je crois que c'est entre 7000 et 8000 avocats que je dois avoir sur LinkedIn. Donc, mon réseau LinkedIn personnel est supérieur à 10% du nombre d'avocats présents en France. Donc, ça veut dire que là, en termes de notoriété, j'ai de grandes chances, lorsque je publie quelque chose à destination des avocats, que j'ai au moins 1000 ou 2000 avocats qui voient ce que j'ai publié. Sur des posts, ça peut monter très haut. Mon record, c'est 22 000 avocats qui ont pu voir ce que j'avais écrit. Mes trucs les plus faibles, c'est 50 avocats qui voient ce que j'ai fait. On ne peut pas réussir à tous les coups. Mais si vous voulez, quand j'ai 10 000 avocats qui voient une publication que j'ai réalisée, en réalité, sur mes statistiques, je vois qu'il y a 10 000 avocats, mais je ne sais pas qui sont ces avocats. Ce qu'il faut que je puisse faire grâce à la notoriété que j'ai acquise, c'est que les avocats qui regardent ou qui s'intéressent à ce que je fais puissent finalement enlever l'anonymat de la statistique quantitative, donc qu'ils passent de avocat à maître X, maître Y. Et pour ça, il faut que ceux-ci laissent une trace de leur passage. La trace de leur passage, ça peut être aimer le post que j'ai écrit. Une trace. Une trace qui n'est pas très engageante, mais une trace quand même. Ils peuvent réagir au post que j'ai écrit. En me disant Valentin, tu dis n'importe quoi, tu n'as rien compris, c'est pas comme ça que ça se passe, tu n'as pas pris en compte tel et tel point. Ça montre un intérêt. Même si c'est un intérêt critique, ça montre un intérêt. Vous avez également ce qu'on appelle des actions que vous demandez dans vos posts. Par exemple, là, la semaine dernière, non, cette semaine, hier, je crois, en fait, hier, j'ai mis un post où, en gros, on a fait un guide méthodique sur le business développement au sein des cabinets d'avocats. C'est un truc qui est assez bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pas pour me le raconter. C'est Caroline Lay, qui est consultante chez nous, qui l'a réalisé, qui fait une trentaine de pages et sur lequel, en gros, on prend étape par étape ce qu'on considère comme étant un bon développement, ou en tout cas l'une des méthodes de développement qu'on peut utiliser. Et donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un post sur le sujet et j'ai mis, OK, si vous voulez recevoir la totalité de ce guide pratique, commentez intéressé. Donc là, je crois que j'ai une quarantaine d'avocats qui ont commenté intéressé sur le post. J'en ai une trentaine qui m'ont envoyé des messages privés sur LinkedIn pour que je puisse leur envoyer le lien parce qu'ils n'ont pas envie d'afficher au reste du marché qui sont intéressés par ce genre de choses. Et j'ai des gens qui sont allés directement sur notre site internet pour aller le télécharger. Donc concrètement, avec l'action que j'ai menée hier, j'ai récupéré, entre guillemets, 100 adresses mail de personnes, soit que je connaissais déjà, soit qui sont déjà clients chez nous, soit des gens qui étaient en cours de signature, donc je sais que je vais pouvoir accélérer la signature avec eux, soit finalement des gens que je ne connais pas du tout et qui ont une première attache, entre guillemets, que j'identifie comme étant une première attache, avec Anomia. Ça permet finalement de lever le masque. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vois que Maître X au barreau de Bordeaux a téléchargé mon guide méthodique sur le business développement au sein des cabinets, en réalité, je vois, déjà, il me suit, et je vois aussi que ce sujet l'intéresse. Si je fais un post sur le recrutement et que j'ai la même chose, quelqu'un qui commente intéressé ou qui va télécharger le guide qu'on a réalisé sur le recrutement, je sais qu'aujourd'hui, le recrutement est un sujet qui est chaud pour lui. Donc en fait, ma stratégie d'acquisition est basée majoritairement sur du contenu, où derrière, je fais sortir de l'anonymat les internautes qui nous suivent au quotidien pour que finalement, en échange de la valeur que je leur livre, je puisse récupérer leur nom, leur prénom, leur mail. Pour qu'à posteriori, je puisse les travailler dans la durée et leur délivrer un maximum de valeur pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et s'ils ont besoin d'être accompagnés pour atteindre ces objectifs, qu'ils puissent venir chez nous
pour réaliser une formation, un accompagnement, une mission de conseil ou une formation thématique au sein de notre société. Mais mon objectif est toujours le même, c'est d'aider la personne qui nous suit au quotidien. Si je n'arrive pas à l'aider, si je n'arrive pas à lui donner de la valeur, ça ne sert strictement à rien que je puisse prendre rendez-vous avec elle pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle s'en fout de moi. Si je ne l'aide pas, elle n'en a rien à faire, ce n'est pas important pour elle. Alors que si je l'aide et que je l'accompagne, même sans qu'elle puisse payer, derrière, elle aura envie de venir travailler avec nous parce qu'elle se dira quelque chose de très simple et qui est vrai. S'ils sont capables de me donner tant de valeur de façon gratuite, si je paye, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est toujours la même chose. Et ça fonctionne très bien. Et c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place. Donc finalement, on passe de la notoriété à l'acquisition. Je parle d'une seule phase d'acquisition. Il y en existe au moins une quinzaine qui sont possibles à mettre en place. Là, je parle uniquement d'acquisition digitale via du contenu. D'accord? Mais il y en a beaucoup. Je vous ai dit, on peut aller directement vers la cible, on peut faire venir la cible vers nous, on peut aller sur du physique, on peut aller sur du digital. Il y a différents modèles qui peuvent exister. Je vous parle de celui-ci parce que c'est un modèle, je sais qui vous parle. Et derrière, bien sûr, tout dépend de votre activité, de ce que vous réalisez. Mais concrètement, faire des webinaires à destination des entrepreneurs qui veulent être préparés à leur première levée de fonds, ça peut être très pertinent. Pouvoir proposer des guides gratuits sur les 10 étapes à respecter ou les 10 points d'attention avant la levée de fonds, ça peut être très important. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Mais derrière, il faut pouvoir, entre guillemets, choisir ses combats et vraiment se positionner là-dessus. Donc, une fois que vous avez obtenu ces informations, une fois que le masque, entre guillemets, a été levé par rapport à l'entrepreneur qui s'est intéressé à ce que vous faisiez, là, derrière, vous avez les armes en main. C'est-à-dire que vous avez une adresse mail, vous avez identifié un intérêt, celui finalement de la cible par rapport à ce que vous avez proposé. Il s'est dévoilé sur ce contenu-là. Là, vous avez son mail. Donc là, il faut réussir à le recontacter pour obtenir une seule et unique chose, c'est un rendez-vous téléphonique. C'est à partir de là que tout va pouvoir se jouer. Le rendez-vous téléphonique va vous permettre de qualifier la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que cette personne est sympa, pas sympa? Est-ce qu'elle me propose, c'est simple et complexe? Est-ce que ça va être rémunérateur ou non rémunérateur? Est-ce qu'elle a besoin de moi aujourd'hui ou est-ce qu'elle n'a pas besoin de moi aujourd'hui? Sur un call de 20 minutes, qui est bien sûr un investissement de votre côté, mais ce qui vous permettra aussi de convertir de la clientèle, vous pouvez avoir accès à un grand nombre d'informations qui vont vous être utiles pour derrière catégoriser dans ce que je vous disais tout à l'heure. Soit il est chaud, je peux le signer rapidement, soit il est pas chaud, enfin, soit il est chaud, mais c'est pas pour tout de suite, etc. Soit il n'est pas chaud du tout, et là, vous pouvez comprendre. Donc, vous faites un CRM, vous mettez trois catégories, vous mettez hot, tiède ou froid, enfin chaud, tiède, froid. Nous, on parle en sales, on parle de hot lead, warm lead, cold lead. Et derrière, en fonction de l'étiquette que vous avez attribuée à votre cible, vous allez pouvoir vous comporter de façon différente en fonction de ce dont elle a besoin. Mais ça, vous ne pouvez le décréter aujourd'hui, hein, sans mettre en place une usine à gaz marketing, qu'à partir du moment où vous avez un premier rendez-vous téléphonique. OK? Donc, le rendez-vous téléphonique, il va falloir entre guillemets, sur la façon de faire. C'est si vous estimez que c'est un hot lead, donc quelqu'un que vous pouvez avoir rapidement, il faut obtenir un rendez-vous physique. C'est vraiment super important de pouvoir obtenir un rendez-vous physique. Si l'entrepreneur ne veut pas et qu'il veut une visio, etc., il faut obtenir la visio, mais le mettre de façon extrêmement resserrée directement après l'entretien téléphonique que vous avez eu. Pour une bonne et unique raison, c'est qu'il faut réussir, entre guillemets, à avoir la main sur les négociations et avoir la main sur la fréquence à laquelle vous allez voir votre entrepreneur. OK? Première chose. Deuxième chose, si c'est un warm lead, c'est-à-dire il est intéressé mais pas maintenant, vous le mettez dans une newsletter. Vous lui envoyez du contenu dès que vous en publiez. Vous lui envoyez un petit message au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, pour prendre de ses nouvelles, pour lui donner une actu sur son secteur. Il faut garder un lien humain avec ces gens. N'oubliez jamais que 60% de la décision n'est pas prise sur le produit ou sur le service proposé, excepté s'il est complètement hors de propos. Mais s'ils veulent un avocat et que vous intervenez en droit des sociétés, par exemple, sur des levées de fonds, vous n'êtes pas hors de propos. Il se prend uniquement sur la relation avec la personne. 60% du deal se prend sur la relation avec la personne. Donc, travaillez bien ça, c'est ultra important. On est dans une époque, je ne vais pas faire mon vieux con parce que j'ai que 27 ans, mais on est dans une époque où tout devient de plus en plus digital, où c'est de plus en plus compliqué de rencontrer des gens, où c'est de plus en plus difficile de les avoir au téléphone. Il faut recréer finalement de l'humain. La vente passe par l'humain.
surtout la vente de prestations de services à haute valeur ajoutée. Vous le dites souvent et vous avez raison, c'est que les relations avocat-client sont quasiment exclusivement basées sur de l'intuitu personné. Donc, allez chercher l'intuitu personné et derrière, recréer de la relation avec vos clients. OK. Donc, et pour les call leads, ben, on essaye de comprendre concrètement ce qui n'a pas été, ce qui ne leur va pas, ce qu'ils auraient aimé avoir. Et derrière, ben, on se dit, OK, j'aurais appris pour la suite. Et vous les laissez tranquilles, vous pouvez leur envoyer un message au bout de 6 mois ou un an en fonction de leur refus. Mais prenez bien des notes sur l'ensemble des coups de téléphone que vous avez. Inscrivez-les dans un fichier Excel pour que derrière, si une personne vous rappelle, vous sachiez ce qu'elle voulait. Vous connaissiez déjà, enfin, vous savez de quoi elle vous parle. Vous connaissez ses problèmes, vous connaissez ses enjeux. Parce que si à chaque fois, il faut refaire, entre guillemets, de nouveaux rendez-vous, c'est complètement impossible. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous avait été utile. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc je suis moins, entre guillemets, expansif qu'habituellement. Mais j'espère que ça vous a tout de même plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je reste complètement à votre disposition et je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon mercredi après-midi. Ciao.